Bonjour à tous. Hop, je rapproche un petit peu. Voilà, donc je suis le docteur Carole Poirot, je suis praticien hospitalier au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon en Vendée. Et donc je vais vous présenter l'étude Atlas NF1 que j'ai commencée quand j'étais interne au CHU de Nantes, sous la direction du docteur Sébastien Barbaro et avec l'aide du professeur Jean-François Stalder. Donc, comme vous le savez tous, les signes cutanés de la neurofibromatose de type 1 sont extrêmement variés, ils sont multiples. Et ces signes cutanés font partie des critères diagnostiques de la maladie. Il existe donc 7 critères diagnostiques de cette maladie. On peut poser le diagnostic à partir de la présence de 2 de ces 7 critères. Donc 3 de ces 7 critères sont des critères cutanés, donc des atteintes dermatologiques, notamment la présence de taches café au lait, la présence de lentigines, donc de toutes petites taches café au lait au niveau des grands plis, notamment des aisselles ou de l'aine, et puis la présence de neurofibromes ou de neurofibromes plexiformes. C'est important pour les non-spécialistes et également pour les dermatologues et les spécialistes qui peuvent être confrontés à la neurofibromatose de type 1, de bien connaître ces signes cutanés parce qu'ils peuvent permettre de poser le diagnostic très précocement. Et on sait assez récemment que certains de ces signes diagnostiques, certains neurofibromes notamment, ont une valeur pronostique parce que certains de ces neurofibromes peuvent être associés à la présence, au risque de l'apparition de tumeurs malignes des gaines nerveuses ou de neurofibromes profonds. Donc c'est vraiment très important de bien connaître ces signes cutanés parce que souvent le dermatologue va être au premier rang pour faire le diagnostic de la maladie. Et si ce n'est pas le dermatologue, c'est important que le médecin généraliste ou qu'un autre spécialiste soit capable de se dire « Ah tiens, il y a des taches café au lait, il y a des neurofibromes, c'est peut-être une neurofibromatose ». Malheureusement, dans la neurofibromatose de type 1, la nomenclature de tous ces signes cutanés est assez débattue. C'est-à-dire que quand on regarde dans les livres de référence, quand on regarde dans ce qu'on appelle la littérature scientifique, avec tous les articles scientifiques qui sont publiés, en fait, tout le monde appelle un petit peu les neurofibromes, notamment, de manière différente. Et c'est pas évident de s'accorder entre les médecins pour savoir qu'est-ce qu'on appelle un neurofibrome cutané superficiel, qu'est-ce qu'on appelle un neurofibrome profond. Il y a plein d'appellations différentes. Et ça peut poser un problème pour poser le diagnostic et puis surtout pour être en concordance tous les uns avec les autres. Donc, du coup, en 2006, les médecins du CHU de Nantes ont fait une étude pour voir justement avec les experts du réseau NF France, est-ce qu'il y avait une vraie bonne concordance pour poser les diagnostics des signes cutanés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont envoyé une centaine de photos de signes cutanés de la neurofibromatose aux experts du réseau NF France. Et ils leur ont demandé, pour chaque photo, quel est le diagnostic, quel est le signe cutané, est-ce que c'est une tache café au lait, est-ce que c'est un neurofibrome, etc. Et ensuite, ils ont compilé ça en disant, voilà, est-ce que tout le monde est d'accord? Et en fait, ils se sont rendus compte que tout le monde était à peu près d'accord pour les taches café au lait, pour les lentigines, ce qui est à la rigueur probablement le plus facile à diagnostiquer, que pour les neurofibromes plexiformes, c'était également, la concordance était bonne. Par contre, pour tous les autres neurofibromes, les neurofibromes superficiels, les neurofibromes profonds, la concordance était très mauvaise. Tout le monde appelait un peu les choses différemment et les gens n'étaient pas forcément d'accord.
Donc du coup, en 2007, l'équipe du docteur Barbaro a essayé de développer ce qu'il a appelé un atlas clinique des signes cutanés de la neurofibromatose de type 1. Donc le but, c'était de répertorier sur un même document les signes cutanés principaux de la neurofibromatose de type 1 et de les décrire le plus précisément possible en essayant justement de pouvoir harmoniser les connaissances. Donc il s'est basé sur l'étude de la littérature, les textes de référence, etc. Et il s'est intéressé aussi à bien noter les signes fonctionnels, parce que sur la photo, il y a ce qu'on voit, mais il y a également le ressenti. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est souple? Est-ce que ça fait mal? Des choses comme ça. Et ça, c'est aussi important pour faire le diagnostic de certains signes. Une fois fait cet atlas, il a envoyé à plusieurs reprises aux experts du groupe NF France pour vérifier pour avoir leur avis sur cette classification et savoir s'il y avait des modifications à apporter. Et finalement, cet atlas il a été présenté en 2007 au congrès national annuel de dermatologie, ce qu'on appelle les journées dermatologiques de Paris. Donc voilà, je vous fais voir, alors je vais vous décrire un petit peu parce que c'est petit. Donc cet atlas, donc en fait il répertorie. Donc vous voyez sur la gauche, il y a donc les deux symptômes qu'on appelle les symptômes plus pigmentaires avec les taches café au lait. Donc on décrit en fait que c'est des lésions qui sont généralement présentes à la naissance, qui sont plates, qui sont plutôt brunes. On décrit leur taille et puis le fait que généralement il n'y a pas de signe fonctionnel, c'est-à-dire que ça ne fait pas mal, que ça n'entraîne pas de symptômes. Les éphélides ou les lentigines, donc qui sont les toutes petites taches café au lait qui se trouvent au niveau des plis. Donc on décrit là aussi que c'est plat, c'est de petite taille, ça se présente plutôt dans les plis. Ensuite, à part, il y a un signe alors qui n'est pas du tout spécifique de la neurofibromatose de type 1, mais qu'on peut retrouver en plus grand nombre dans la NF1, qui sont les xanthogranulomes juvéniles, qui sont ces petits nodules jaunes qui apparaissent dans l'enfance et qui se résolvent généralement spontanément. Et puis ensuite, on a distingué les neurofibromes cutanés et les neurofibromes plexiformes. Donc dans les neurofibromes cutanés, il y a également deux groupes, les superficiels et les profonds. Les superficiels, on les a différenciés alors un peu arbitrairement en neurofibromes plans et neurofibromes en relief, en sachant que parfois ils sont plans au début et qu'ils sont en relief ensuite, donc c'est un peu arbitraire. Ce qui est vraiment important, c'est le terme de neurofibrome cutané superficiel. Ensuite, les neurofibromes cutanés profonds, qui sont eux sous la peau, comme vous avez vu tout à l'heure en échographie, qui sont plus profonds dans la peau, qui sont dermo-hypodermiques ou éventuellement hypodermiques, qui sont souvent fermes et qui sont parfois douloureux. Et puis enfin, les neurofibromes plexiformes, qui sont souvent congénitaux, de grande taille, et puis qui ont cette consistance particulière, infiltrée, molle, élastique, etc. Et on a distingué deux formes particulières qui nous paraissaient être importantes. Le neurofibrome périorbitaire, qui peut être associé à des dysplasies de l'os sphénoïde au niveau de la face. Et puis le neurofibrome plexiforme à type de grande tache café au lait congénitale, souvent pileuse, qui se transforme souvent ensuite en un neurofibrome plexiforme. Donc voilà, le but vraiment de cette classification, c'était de faire un atlas vraiment clinique. Alors ça aurait pu être très intéressant aussi d'associer des données de l'échographie, comme ça nous a été présenté tout à l'heure, parce que ça pourrait apporter des choses, peut-être que dans quelques années, c'est des choses qu'on fera plus en routine, ou bien des données aussi histologiques, c'est-à-dire quand on enlève éventuellement ces neurofibromes, ces taches café au lait chirurgicalement et qu'on les analyse au microscope.
Mais le but là, c'était vraiment de faire un atlas clinique en se disant, voilà, le but c'est qu'il soit utilisé en première intention par tout à chacun, en fait, y compris par des médecins non spécialisés qui n'auraient pas accès à ces techniques d'imagerie et de microscopie. Donc voilà, le but ensuite c'était d'évaluer l'efficacité de cet atlas. Voilà, il a été créé, mais est-ce qu'il est valable? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Donc on a mené cette étude, et puis on s'est demandé aussi, voilà, les principales questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que ça améliore les performances diagnostiques des médecins, c'est-à-dire est-ce que grâce à cet atlas, les médecins sont plus aptes à reconnaître les signes de la neurofibromatose et donc à poser le diagnostic? Est-ce qu'ils sont plus certains de leur diagnostic? Est-ce que ça augmente leur certitude? Est-ce que ça augmente leur confiance en leur diagnostic? Et puis, pour quels signes cliniques est-ce que ça améliore le plus les performances diagnostiques? Et puis on s'est demandé aussi, est-ce qu'en fonction du niveau d'expertise, c'est-à-dire si le médecin il appartient à un centre de référence ou de compétences, est-ce que ça lui sert plus ou est-ce que ça lui sert pas? Donc en fait, on a fait une étude au CHU de Nantes. On a choisi 100 photos, donc qui étaient des photos différentes de celles qu'on avait envoyées initialement, de patients qui étaient suivis donc, au centre nantais des neurofibromatoses. Il y a eu donc le service d'informatique du CHU a créé un site internet qui a été fait exprès pour l'occasion et qui a été sécurisé pour la connexion. On a contacté en fait nous les membres de la Société française de dermatologie, donc des dermatologues. On leur a envoyé en fait un mail à tous les membres, donc il y avait, vous voyez, 777 membres. Donc on a envoyé à tous en leur expliquant un petit peu le projet, en leur donnant un code et un mot de passe pour qu'ils puissent se connecter et qu'ils puissent faire l'étude, en sachant que l'étude ça demandait à peu près entre 20 et 30 minutes à peu près pour faire l'étude. Donc c'était un peu prenant. Et ensuite, en fait, quand les médecins se connectaient avec le code et le mot de passe, ils étaient randomisés, c'est-à-dire qu'ils étaient séparés spontanément en deux groupes par la machine. Soit ils étaient dans le groupe Atlas et donc ils avaient accès à la classe clinique que je vous ai fait voir, soit ils n'y avaient pas accès. Et donc le but c'était de voir est-ce que c'est mieux avec ou est-ce que ça change rien. Donc en fait, on a envoyé pour chaque photo, on a dit où est-ce que la photo a été prise, sur quel endroit du corps, qu'est-ce qu'on sent à la palpation, est-ce que c'est mou, est-ce que c'est dur, et puis est-ce que ça fait mal, est-ce que ça entraîne des symptômes particuliers. Et on a proposé en fait 9 diagnostics qui sont les diagnostics de l'Atlas, et également on leur a proposé un item autre diagnostic. Et après, on leur a demandé, est-ce que vous êtes sûr de votre diagnostic? Et donc, ils devaient nous répondre, en gros, de 1 à 4, je suis pas du tout sûr de mon diagnostic et je suis absolument certain de mon diagnostic. Alors, on a eu 76 participants. Donc, sur les 777, donc à peu près 10% des médecins qu'on a interpellés nous ont répondu. Et donc, ils ont été randomisés en 2 groupes, 35 dans le groupe Atlas, donc qui avait accès à l'Atlas, et 40 dans le groupe contrôle. Alors, comme vous le voyez sur ce tableau-là, ça c'est les données démographiques des participants. Donc, c'est des médecins globalement qui exerçaient depuis quand même quelques années, parce qu'il y avait à peu près 17 ans de moyenne de durée d'exercice. Alors, c'était très variable, hein, ça allait de 1 an à plus de 40 ans, je crois. Après, c'est des médecins qui étaient à peu près autant en libéral qu'en hospitalier, hein, mixte, c'est-à-dire que c'est des médecins qui exercent à la fois en ville et à l'hôpital. Il y avait principalement des médecins qui n'appartenaient pas à des centres de référence ou à des centres de compétences. Il y avait quand même à peu près un tiers de médecins donc, qui étaient quand même, qui avaient une connaissance un peu plus spécialisée de la neurofibromatose. Et puis, quand on leur demandait à peu près le nombre de patients NF1 qu'ils voyaient par mois,
il y a la grande majorité qui voyait moins d'1 patient par mois avec une neurofibromatose, et donc qui étaient plus les gens qui ne faisaient pas partie probablement de centres de compétences, et puis certains qui en voyaient plus d'1 par mois. Il y en avait quelques-uns qui en voyaient plusieurs par semaine. Alors, les résultats stricto sensu, on s'est rendu compte qu'en fait, avec l'Atlas, le nombre de bonnes réponses au questionnaire était meilleur que pour les médecins qui n'avaient pas l'Atlas, avec un résultat significatif. Et les médecins qui avaient accès à l'Atlas répondaient aussi à plus d'items, c'est-à-dire qu'ils laissaient moins d'items où ils disaient qu'ils passaient parce qu'ils ne savaient pas. Et ensuite, quand on s'intéresse exactement par diagnostic, alors on se rend compte que pour les signes pigmentaires, donc les lentilles, les phélides et les taches café au lait, il y a également une amélioration avec l'Atlas, alors avec encore des résultats qui sont très bons, même dans le groupe contrôle, parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est probablement les signes pour lesquels la concordance déjà est la meilleure. Les neurofibromes plexiformes, l'Atlas améliore également le diagnostic de neurofibromes plexiformes. Il améliore également le diagnostic des neurofibromes profonds et d'exanthogranulomes. Par contre, pour ce qui est des neurofibromes superficiels, qu'ils soient plans ou en relief, on n'a pas de différence significative entre le fait d'avoir accès à l'Atlas ou pas. Ensuite, par rapport au niveau de certitude, alors de manière un peu plus étonnante, en fait, les médecins qui n'avaient pas accès à l'Atlas étaient plus certains de leur diagnostic que les autres. Ensuite, on s'est intéressé quand même à savoir s'il y avait une différence selon le niveau d'expertise, c'est-à-dire est-ce que les médecins qui appartiennent à un centre de référence ou qui voient plus de patients par mois ou les deux compilés ont plus, est-ce que cet atlas leur sert plus? Et on s'est rendu compte que non, c'était à peu près pareil, il n'y avait pas de différence, c'est-à-dire qu'on retrouvait exactement les mêmes résultats chez les experts, entre guillemets, que chez les médecins qui n'étaient pas spécialistes. En fait, l'atlas était, les résultats étaient les mêmes. Donc en pratique, ce travail est intéressant parce que ce dont on est sûr, c'est que l'utilisation de l'informatique est vraiment croissante en recherche clinique, en recherche médicale et en médecine, l'utilisation d'Internet, et ça nous a permis de manière rapide et simple de recruter une large population. On a contacté environ 800 dermatologues, on a eu 10% de réponses. Peut-être que si on avait envoyé tout ça par papier, on aurait eu moins de réponses encore. Et ça nous a permis quand même d'étudier une population assez large, assez rapidement. Et puis c'est toujours intéressant, c'est assez didactique, même si c'est un petit peu long, c'est toujours assez rigolo de remplir des petits questionnaires sur Internet. La réalisation du site, voilà, ça nous a permis d'aboutir à ça. Dans la NF1, en fait, moi j'ai retrouvé juste une fois une utilisation d'outils en ligne. C'était en fait le registre américain des neurofibromatoses de type 1, en fait, qui a regardé un petit peu avec tous ses adhérents, tous les adhérents de l'association NF1 américaine, pour savoir si vraiment les gens qui adhéraient, qui se disaient avoir une neurofibromatose de type 1, avaient vraiment les critères diagnostiques de neurofibromatose de type 1. Donc en fait, ils ont envoyé un questionnaire à tous les adhérents pour savoir exactement, leur demandant mais qu'est-ce que vous avez comme signe, etc. Donc ça a été, ils ont montré qu'effectivement, les gens qui étaient adhérents avaient bien un diagnostic de NF1. Mais c'est une étude qui est assez rigolote. Et il n'y a, à ma connaissance, rien eu d'autre pour l'instant sur Internet dans la NF1 et pas grand-chose au niveau médical. Ça se développe un petit peu quand même de plus en plus, mais
mais c'est des choses qui sont un peu encore balbutiantes. Donc on a montré que cet atlas il améliorait pour certains diagnostics les performances des médecins pour diagnostiquer les signes cutanés. Par contre, il diminue le niveau de certitude. Alors ça, on ne sait pas très bien pourquoi. Est-ce que le fait de savoir que les médecins avaient l'atlas, ils se sont dit « Oh là là, attention, il faut que je fasse bien attention, que je ne dise pas de bêtises ». Bon, on ne sait pas. On n'a pas vraiment de réponse. Pour les lésions pigmentaires, donc les taches café au lait et les lentigines, il y a une amélioration dans le groupe Atlas, mais les performances du groupe contrôle sont déjà très bonnes. Et c'est important parce que c'est un des critères principaux de diagnostic de la maladie et parce que c'est les lésions qui apparaissent le plus précocement dans la vie. Donc si les médecins sont capables de reconnaître des taches café au lait et des lentigines, c'est vraiment essentiel. L'Atlas a permis également d'améliorer la performance pour certaines formes qui sont éventuellement à risque de complications, notamment les neurofibromes plexiformes, qui sont des possibles précurseurs aux tumeurs malignes des gaines nerveuses, et puis les neurofibromes profonds, qui peuvent être associés également aux tumeurs malignes des gaines nerveuses et aux neurofibromes internes. Alors les limites de notre étude, c'est la taille de l'effectif, parce que 76, c'est un bon résultat, mais on aurait aimé avoir un petit peu plus. Et puis probablement un petit biais de recrutement, parce que les médecins qui ont répondu étaient probablement des médecins qui étaient un peu plus sensibilisés à la neurofibromatose, qui étaient un peu plus intéressés par cette pathologie, et qui étaient quand même en bon nombre des médecins hospitaliers. Et puis une petite limite également, c'est bien sûr la difficulté de faire un diagnostic sur une photographie. C'est la meilleure manière de faire un diagnostic, c'est d'avoir le patient devant soi et de toucher la lésion, de la voir de près. Sur une photo, c'est bien sûr compliqué. Donc, en conclusion, c'est difficile de juger avec certitude de la pertinence de cet atlas, mais je pense qu'il a le mérite d'exister et de probablement pouvoir être perfectible et devoir encore être étudié. En tout cas, notre objectif, c'est de poursuivre à l'évaluer dans d'autres populations, avec éventuellement d'autres médecins spécialistes de la NF1, des neurologues, des ophtalmos, éventuellement pour essayer justement que les gens soient capables de reconnaître le plus possible les signes, également avec des médecins généralistes et avec des étudiants en médecine. Et puis il faudra aussi qu'on puisse traduire cet atlas en anglais parce que c'est vraiment la langue de la publication médicale et de la littérature médicale, et si on veut bien communiquer, il faut qu'on le publie en anglais. Donc voilà, je voulais remercier tous les médecins qui ont participé à cette étude, et puis également l'association pour nous aider à financer ce projet, pour lequel il nous reste à peu près la moitié des fonds encore disponibles. Donc on va probablement pouvoir continuer cette étude, notamment en la réalisant encore chez les généralistes, chez une population de médecins généralistes et d'étudiants en médecine. Voilà, je vous remercie.